Je suis Joëlle Tremblay, responsable du pôle d'expertise en transformation technologique et numérique, directrice générale par intérim de Technocompétences et philosophe. Avec le balado Par où on commence, on veut inspirer la réflexion dans tous les secteurs d'activité. Car la transformation technologique et numérique n'est pas réservée aux grandes organisations. Elle est accessible à toutes et à tous quand on sait par où on commence. Alors, bienvenue à ce nouvel épisode. Notre invitée aujourd'hui bâtit des ponts entre la recherche et l'industrie. Directrice des partenariats à Ivado, elle transforme les collaborations en levier d'innovation concrète. Forte d'un parcours en optimisation et en IA appliquée, elle met toujours l'accent sur l'impact social et durable. Administratrice de l'ADRIC, diplômée à Stanford en innovation, Nancy Laramé, bienvenue à Par où on commence. Merci beaucoup pour l'invitation, Joëlle. Merci. Alors, j'aime bien commencer, en fait, chacune des discussions par le titre, en fait, de la balado. Alors, pour toi, Nancy, par où on commence? La transformation numérique, mais plus précisément, l'adoption de l'IA dans les organisations. Moi, j'aime penser qu'une organisation qui voudrait commencer, puis imaginons une PME ou disons une PME. Oui. La première chose, je pense, pour avoir du succès, c'est d'avoir des bases puis d'avoir certaines connaissances. Donc, souvent, le premier pas, ça va être de se former ses équipes. OK. Parce que c'est vraiment la clé du succès. Puis pourquoi c'est si important, c'est que l'adoption de l'intelligence artificielle, c'est pas tellement une question d'acheter la plus grosse pelle, mais c'est plutôt une question de savoir où creuser. Puis pour savoir où creuser, pour que ce soit payant en termes de retombées, il faut être capable d'identifier des cas d'usage qui sont pertinents à chaque organisation, à chaque contexte organisationnel. Donc, je pense que la clé pour commencer, c'est vraiment la formation. Il faut être capable de repérer où est-ce que l'IA pourrait aider l'organisation à progresser et faire en sorte, par exemple, si je suis une PME puis que je veux aller chercher des parts de marché d'un point de vue mondial, il faut que je sache où est-ce que l'IA pourrait faire une différence dans mon organisation. Donc, si je suis pas au fait de ce que l'IA peut faire, je dois me former. Je dois pas être le seul ou la seule à être au courant. Il faut qu'il y ait quand même quelques équipiers qui puissent aussi collaborer. Oui. Puis il faut trouver un moyen de créer un genre de momentum puis de gestion de changement qui va favoriser l'adoption de l'IA dans l'organisation. Fait que je pense que la clé, c'est la formation. Oui. Après ça, c'est probablement chouchouter ces données. Oh, wow. Je dirais que on parle des fois des organisations qui en sont au tout début, puis n'ont pas nécessairement encore la structure en place pour prendre avantage de toutes les données internes qu'ils possèdent. Donc, il faut un peu faire du ménage là-dedans, faire des répertoires, s'assurer d'avoir des données en quantité puis en qualité suffisante. Oui. Puis, de susciter des discussions en interne, puis même peut-être un peu de friction pour identifier tous les cas d'usage qui seraient pertinents, puis après ça, converger. Un peu comme en innovation, il y a la notion de double diamant en innovation, où est-ce qu'on explore, on converge, on explore, on converge. Oui. On peut faire la même chose quand on a différents cas d'usage en IA, je pense. Pour susciter l'engagement des membres de l'équipe, puis converger vers les cas d'usage qui vont pas être des cas d'usage qui vont transformer l'organisation de passer à une organisation 1.0 à 1.1. Il faut, je pense qu'il faut, là, je suis peut-être en train de répondre à plein d'interrogations en même temps, mais je pense qu'il faut essayer de voir l'IA pas comme une nouvelle béquille pour aller plus vite ou marcher plus vite, mais c'est presque
ça peut être tellement transformationnel pour une organisation qu'il faut l'envisager en fonction de peut-être une nouvelle paire de jambes, puis il faut apprendre à courir avec ces nouvelles jambes-là. C'est à ce point-là. Je comprends. Fait que c'est exigeant quand même. Ça peut être très exigeant, mais en même temps, ça peut tellement propulser les organisations que ça vaut la peine de se former, ça vaut la peine d'avoir des discussions en interne de c'est quoi qui va faire en sorte qu'on va avoir le plus d'impact pour notre organisation, puis d'embarquer sa gang en arrière de soi quand on a un dirigeant ou une dirigeante, je pense que c'est primordial. Donc, on ne peut pas le faire tout seul. Non. Mais la clé, je pense, pour débuter, c'est de se former parce que sinon, on va peut-être se faire dire toutes sortes de choses sur l'intelligence artificielle ou on va penser que ça s'arrête à ChatGPT, ce qui serait vraiment dommage parce que je pense que l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus que ça. Puis il y a même certaines personnes qui vont parler d'intelligence artificielle, mais dans les faits, c'est plus des techniques d'optimisation puis de recherche opérationnelle. Puis c'est correct, là. Oui. Mais il faut être capable de savoir où est-ce que la puissance des données, puis tout ce qui est avancé en sciences des données, intelligence artificielle, tout ce que ça peut faire pour son organisation, pour pouvoir repérer les cas d'usage, puis d'avoir des discussions en interne. Donc, ouais, je pense que la clé pour débuter, c'est la formation. C'est la formation. Et que si on a fait cette formation-là en tant que PME, justement, puis là, on a formé tous nos membres, puis toute notre équipe, donc nécessairement une formation dédiée pour la direction, je suppose, puis une autre formation dédiée pour les employés et tout ça. Est-ce que l'adoption de l'IA va se faire en une seule, peut-être longue étape, ou quand on va avoir adopté une IA qui va répondre à nos besoins puis qui va nous permettre d'avancer plus vite, est-ce que ça va être la fin ou ça va être la porte vers quelque chose de subséquent, finalement? Il va y avoir une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième étape? Bien, je pense qu'une fois que l'intelligence artificielle a influencé une organisation, dont une organisation va développer un projet d'intelligence artificielle pour une de ses unités d'affaires, bien, souvent, ça va faire en sorte, ça va créer un momentum puis une curiosité en interne. Ah, je comprends. Donc, par exemple, peut-être que ça va faire en sorte qu'une autre unité qui pourrait peut-être faire de la veille technologique ou essayer de comprendre où est-ce que l'entreprise se situe d'un point de vue mondial, peut-être que d'autres unités au sein même de l'organisation vont s'intéresser à l'intelligence artificielle puis ce que l'intelligence peut faire dans leur propre domaine ou propre unité. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir des discussions en interne de c'est quoi les premières preuves de concept qui devraient être considérées, puis de prendre les premières preuves de concept comme un peu une façon de susciter de l'engouement pour que ça transforme beaucoup d'unités d'affaires. Parce que ça peut vraiment être transformationnel autant pour la logistique, pour l'assurance qualité, pour tout ce qui est marketing, communication. Il y a tellement d'opportunités potentielles, efficacité énergétique. On en voit là, des projets qui ont plein d'impacts différents. Puis je pense que ce que je voudrais dire peut-être, c'est malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont interagir avec l'intelligence artificielle dans le quotidien. Ils vont prendre Google Maps pour se rendre du point A au point B où ils vont utiliser Waze, puis ils vont utiliser l'intelligence artificielle sans vraiment s'en rendre compte. Mais là, il faut faire en sorte qu'ils deviennent conscients de ce que l'intelligence artificielle, puis comment ils interagissent avec ça dans la vie quotidienne, puis que ça se transpose dans leur travail pour être capable de repérer les opportunités transformationnelles puis les façons de faire. Je comprends tout à fait. Est-ce que tu dirais que... je vais reprendre ma question. Quelle serait la plus grande erreur que les organisations commettent encore lorsqu'on touche à l'intelligence artificielle? Bien, peut-être que ça rejoint encore l'aspect formation, mais je pense que ce qu'on voit, c'est
ça prend des gens de traducteurs au sein des organisations, des gens qui vont pouvoir parler autant aux équipes techniques qu'aux gens d'affaires, aux gens de finance. Je comprends. Qui sont plus là pour appuyer le projet d'un point de vue de ressources. Oui. Puis ça, ben, des fois, il y a des enjeux dans certaines organisations où ce qu'on n'a pas ces personnes-là qui peuvent autant parler le langage des équipes TI ou des équipes très techniques, puis des équipes qui sont plus côté business, côté financier. Donc, ça, c'est bien d'être capable d'identifier des personnes qui vont pouvoir justement agir à titre d'ambassadeur dans les organisations pour aller chercher le buy-in de tout le monde. Là. Fait que ça, c'est peut-être un peu sous-estimé. C'est pas sûr qu'on en parle tant que ça de cette réalité-là. Puis je pense qu'il y en a dans beaucoup d'organisations, mais je pense que c'est pas tellement aborder cet aspect-là. Puis c'est justement, ces ambassadeurs-là ne sont pas nécessairement dans le directeur ou dans l'équipe de gestion. Ça peut être un employé qui s'intéresse beaucoup à ça, puis qui fait déjà, qui utilise déjà ces systèmes-là d'IA, puis qui voudrait prêter main forte à ce projet-là dans l'organisation dans laquelle il évolue. Mais souvent, on a cette idée que tout projet, parce que c'est quand même dispendieux, c'est des gros sous, puis souvent, on a peur de dépenser pour rien, parce que sinon, on va être appelé à entendre les chants de la sirène puis dire « Ah, mais oui, mais moi, je veux participer à cette vague-là de l'utilisation de l'IA dans mon organisation, mais je ne sais pas comment faire, puis tout ça. » Donc, toi, ce que tu es en train de dire, au final, c'est que d'avoir une personne clé, une personne, justement, pivot dans l'organisation qui n'est pas nécessairement dans la direction, ça fait toute la différence, en fait, dans un projet. Oui, pour rallier tout le monde aux changements qui doivent s'opérer. Mais ce qu'on voit, c'est que ça peut vraiment être des gens qui ont des responsabilités diverses. Dans certaines organisations, ça peut être quelqu'un qui est plus à l'amélioration continue ou à l'innovation, qui va à la fois parler le langage plus business, mais aussi qui est capable d'avoir des discussions pertinentes ou qui font du sens là, avec les gens plus techniques. Dans d'autres organisations, ça peut prendre la forme de gens qui sont plus en amélioration continue, puis comprennent où est-ce qu'ils sont les goulots d'étranglement ou où est-ce que là, il y a un problème. Ça, souvent, c'est des gens qui vont être capables d'identifier des use cases très pertinents, mais s'ils n'ont pas été formés à l'intelligence artificielle, leur capacité à identifier ces use cases-là sont plus limitées. Fait qu'on en revient encore à la formation, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent jouer le rôle de traducteur au sein même d'une organisation. Je pense pas qu'il y a juste un type de personne qui peut jouer ce rôle-là, mais je pense que c'est un élément quand même assez important pour les dirigeants, par exemple, d'une PME, d'identifier ces leaders-là qui vont jouer un rôle pour aller chercher tout le monde, le buy-in, puis pouvoir parler autant aux équipes plus techniques, aux programmeurs, etc., qui vont être là plus pour développer le côté plus technologique des systèmes IA, mais aussi parler à toutes les personnes qui pourraient être impactées puis qui doivent être engagées dans la gestion du changement. On est dans les mots, tu parles de traducteur, justement. Un mot ou une expression que tu aimerais bannir des discussions autour de l'IA? C'est peut-être le mot, c'est un peu bizarre, mais une preuve de concept sans lendemain. Ça, c'est... Raconte-nous. Moi, j'ai jamais entendu ça. Je suis pas sûre que c'est une expression officielle, mais je vais juste l'exprimer. Là, c'est comme un peu faire une maquette de bateau, puis jamais planifier de mettre le bateau à l'eau. Oh boy, c'est vraiment sans lendemain, ça? Oui, donc ça, je pense que des fois, dans certaines organisations un petit peu plus frileuses, le premier cas d'usage qu'ils vont identifier, il est tellement pas important ou il est tellement pas dans la feuille, dans la planification stratégique de l'organisation
qu'il n'y aura jamais un impact, ça ne va jamais créer un momentum. Je comprends. Ça va être un peu insignifiant comme preuve de concept, donc ils ne vont jamais aller plus loin que la preuve de concept. Wow! Fait que je ne suis pas sûre qu'il y a un mot qui traduit juste un mot pour ça, mais je pense qu'il faut que ça soit, c'est ça, des projets, les premiers projets, tout projet IA devrait être significatif. Puis bien s'aligner avec le reste de la stratégie de l'entreprise. Puis donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y en a beaucoup de projets d'IA qui, justement, sont sans lendemain puis que le bateau ne voit jamais l'eau. Je n'ai pas de chiffre pour dire s'il y en a beaucoup, mais si c'est ça la stratégie d'une organisation, je pense qu'on peut au moins se questionner sur le sérieux de la démarche. Je comprends. Parce que si ça n'a aucun impact, si ça ne change pas le monde réel, si ça ne change pas, je sais pas moi, le service à la clientèle ou ça ne change pas la technologie, je cherche le mot, mais c'est plutôt si ça n'a pas un impact réel pour l'organisation, si les clients s'en rendent pas compte, si les patients s'en rendent pas compte, si je suis dans un hôpital ou peu importe, c'est pas... on peut se questionner sur la démarche. Là. Complètement. Donc, je pense que ça serait ça. OK. Puis là, on est dans les freins, justement, puis on sait que la peur du changement en est quand même beaucoup en innovation. Après ça, après la peur du changement, qu'est-ce qui bloque vraiment au Québec dans l'adoption de l'IA, mis à part la peur du changement? Et là, je ne sais pas si c'est relié. Encore une fois, je m'excuse de revenir sur la formation, mais pas de problème. Il y avait une étude au début de l'année de KPMG qui est sortie au début de l'année 2025. Oui. Qui disait que le Canada était vraiment un des pays où est-ce que les employés avaient eu le moins de formation IA de base. Je sais de quelle étude. Je pense que c'était comme 24 par rapport à 39 à travers le monde. Et ça, je ne sais pas si c'est un phénomène qui fait en sorte que il y a des entreprises qui se transforment pas autant qu'ils pourraient se transformer en intelligence artificielle. Oui. Ils vont, par exemple, opter pour une solution pour transformer, je sais pas, leur façon de faire du marketing ou de communiquer avec leurs clients, mais ça va s'arrêter là. Donc, ils pensent pas à leur organisation en version 2.0, ils pensent en version 1.1. Donc, ça, c'est dommage parce que le potentiel de l'IA, ça peut vraiment transformer les organisations. Fait que je pense qu'il y a vraiment une réflexion, puis il faut presque qu'il y ait des frictions en interne pour discuter, OK, quelle est la place, quel rôle pourrait jouer l'intelligence artificielle au sein de notre organisation? C'est sûr qu'on ne peut pas tout transformer en peu de temps, non. Mais au moins commencer à avoir des discussions là-dessus pour identifier les cas d'usage, puis pas penser en fonction de version 1.1. Parce que si l'organisation, la PME, pense en version 1.1, peut-être que ses compétiteurs, eux, ils vont pas penser 1.1, ils vont penser 2.0. Puis là, l'entreprise pourrait perdre des parts de marché. Complètement. Donc, je ne sais pas si c'est tant que ça un problème de peur du changement, mais je pense qu'il y a un mélange de facteurs comme peut-être un peu un manque de formation, un manque de connaissance du potentiel, puis de réflexion de la place que l'IA pourrait jouer au sein des organisations qui manque dans certaines organisations. Mais à leur défense, à la question où commencer, ils entendent toutes sortes de choses. Fait que je pense que les gens sont un peu mélangés, puis avec raison. Complètement. Puis justement, parlons de ça, puisqu'ils entendent tout plein de choses. Est-ce que tu le vois, toi, dans ton travail, dans ton accompagnement, justement, avec les industries, des gens qui cognent à la porte de chez Ivado puis disent, écoutez, on voudrait un accompagnement parce que nous, on veut vraiment développer l'IA au sein de notre entreprise. Puis là, vous creusez, puis ils savent pas par où commencer. Ils n'ont pas justement fait de réflexion, de formation. Ils veulent juste participer à la vague, participer au buzz actuel en disant comme
on sait on est en train de manquer quelque chose, mais que finalement, ils savent tellement pas par où commencer que ils cognent à n'importe quelle porte, puis le premier qui va l'ouvrir puis dire oui, on a une solution pour vous, ils vont se jeter, va se jeter dans vos bras. Est-ce que tu l'entends souvent? Bien, on l'entend quand même assez souvent. Puis là, je sais qu'il y a comme un effort. Là, j'écoutais la radio tantôt, puis il y a un effort, entre autres, du Conseil de l'innovation là, complètement. Qui va commencer avec une brigade IA. Je pense qu'il y a des efforts parce que, honnêtement, je pense qu'ils se font dire tellement de choses qu'ils ne savent pas nécessairement où commencer. Oui. Mais je trouve que les démarches les plus sûres, on ne peut jamais se tromper en se faisant former. Exact. On ne peut jamais se tromper en s'assurant d'avoir des données de qualité bien répertoriées. Ça, c'est clé. De commencer à réfléchir aussi quelles sont les données à l'extérieur dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des données météo qui pourraient m'aider à sauver des coûts d'un point de vue énergétique? Ou tout à fait. Ça dépend c'est quoi l'objectif recherché, mais est-ce qu'il y a des données externes auxquelles je pourrais avoir accès? Donc, commencer à réfléchir, commencer à créer une masse critique de gens qui sont formés, avoir des discussions en interne, ça peut jamais être une mauvaise chose. Puis, si l'entreprise, après, va voir des organisations, des firmes de consultation, ils vont juste avoir des discussions plus riches. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Donc, je pense que c'est vraiment les 2 premières étapes que je suggérais, ce serait vraiment ça. Prendre soin de ces données, c'est très important. Faire attention aussi à où est-ce que ces données-là sont storées pour faire en sorte de ne pas mettre l'organisation à risque. Puis la formation, je pense que c'est difficile. Puis il y a plein de programmes maintenant, programmes visés, etc. Nous, on offre une formation, là, IA 360, mais il y a plein d'organisations qui offrent des formations. Complètement. Fait que je pense que ça, c'est des étapes sûres que presque n'importe quelle organisation, peu importe la taille, devrait considérer. OK. Donc, tu es en train de nous dire vraiment que des solutions d'IA, des systèmes d'IA peuvent être accessibles pour une PME, peu importe la taille du projet, finalement, puis peu importe le coût du projet, parce que c'est accessible au niveau monétaire. Il doit certainement y avoir quelque chose, mais il faut justement prendre le temps de réfléchir à tout ça. Mais tu parlais tout à l'heure de données, puis j'aimerais ça qu'on y revienne parce que tu l'as amené d'un angle que j'ai pas entendu. On l'a pas entendu dans ces balades aussi. Tu disais faire attention à nos données. Est-ce que ça veut dire que il faut savoir où on stocke nos données? Quelles sont nos données? Comment tu développerais ça, finalement, ton prendre soin de nos données en tant qu'organisation? Bien, disons que j'ai un modèle d'affaires où est-ce que... Disons que je suis un fabricant de quelque chose là, qui est déployé dans différentes institutions publiques ou parapubliques. Disons que j'ai un module d'efficacité énergétique, là, puis ça, c'est mon core business. OK. Mais ça se pourrait qu'au début de ma démarche en IA, la façon dont les données sont storées, la façon dont on récolte les données, il y a un peu d'amour à donner à nos données pour qu'on soit capable de transformer ces données-là en valeurs concrètes, etc. Puis même dans beaucoup d'organisations, des fois, la cartographie des données disponibles est inexistante. OK. Donc, puis qu'est-ce que ça permet, une cartographie de données? Bien, des fois, on est plus riche qu'on le pense. Il y a de la valeur dans des fois, on ça. est plus riche qu'on le pense. Parce que les données sont un peu éparpillées dans différents systèmes. Donc, il y a un peu d'amour à donner dans beaucoup d'organisations par rapport à connaître à quel point on est riche ou pas riche. Si on n'est pas riche, ça prend vraiment une stratégie pour développer, pour aller chercher des données pertinentes qui vont faire en sorte qu'après, on va pouvoir développer des systèmes IA qui font du sens puis qui vont créer de la valeur pour nous, pour nos clients, etc. Exact. Donc, souvent, c'est la première étape, c'est cartographier les données, les répertorier, regarder si c'est des données de qualité. On a-tu un problème avec des capteurs? Y a-t-il des capteurs tellement cheap que
on crée, il y a plein de trous auxquels on est obligé de parer. Je comprends. Donc, il y a un peu de travail de cartographie des données puis d'évaluation à faire souvent quand on commence en IA. C'est pas très sexy, mais c'est souvent nécessaire. Mais c'est parce que l'IA, quand on parle de l'IA, on l'oublie souvent, mais on parle justement de données. Fait que c'est important de savoir que, justement, nos données peuvent avoir une valeur si on les cartographie bien, tout ça. Ça m'amène à la question de la souveraineté numérique. Parce que qui dit souveraineté numérique dit plusieurs aspects dans lesquels on pourrait être souverain. Est-ce que toi, tu vois l'avenir, en fait, dans le contexte géopolitique actuel, avec une certaine souveraineté numérique canadienne et voire québécoise? Bien, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui tendent vers plus de souveraineté. Ah bon? Oui, je pense qu'il y a un discours qu'on entend on voit que les organisations veulent tendre vers des solutions plus souveraines. OK. Avec les récents événements. Oui. Je lisais dernièrement, il y avait une entente entre, par exemple, Bell et Cohere qui veut exactement offrir une infrastructure sûre et souveraine aux entreprises puis canadiennes. Oui. Ça, c'est super positif. Ben oui. Mais est-ce que là, présentement, tout l'écosystème puis l'infrastructure canadienne a atteint ce niveau de souveraineté-là? Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais j'ai quand même confiance qu'on va y arriver. Puis je pense qu'on ne devrait pas juste s'attaquer à la souveraineté, mais on devrait aussi potentiellement développer plus le côté efficience énergétique des systèmes en général. Je pense qu'on devrait regarder aussi cet aspect-là pour que l'IA qui est créée ici soit plus possible exemplaire d'un point de vue de ressources frugales, finalement. Oui. Juste les ressources en général qui sont impliquées. OK. Mais là, c'est peut-être un peu ambitieux de tout faire en même temps, là, mais j'ai l'impression qu'on a les ingrédients. Il faut juste relever les manches pour tendre vers ça. Mais on n'en est pas, on n'est pas souverain encore là, non, présentement. du tout, mais je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de s'opérer tranquillement. Et donc, toi, si je comprends bien, la souveraineté numérique au niveau de l'IA passerait par une IA responsable. Donc, nous, le terrain qu'on pourrait aller gagner, puis qu'on pourrait aller chercher, puis avoir une place dite exemplaire, comme tu l'as dit, c'est au niveau de l'IA responsable. Bien, je pense que l'IA responsable, oui. Mais il y a aussi que si on veut tendre vers ça, peut-être qu'il faut s'attaquer à nos dépendances qui sont plus critiques. Mm-hmm. Les données sensibles, par exemple, s'assurer que ces données sensibles-là restent au Canada. Oui. C'est quand même assez primordial, mais je suis pas certaine qu'on en est là pour l'instant. Fait qu'il faut peut-être y aller par étapes. OK. Mais pourquoi? J'aimerais ça creuser cet enjeu-là parce que certains intervenants avec qui j'ai eu des discussions dans les dernières semaines, mais aussi ici à cette balado aussi, quand on parlait de souveraineté numérique, ne mettaient pas nécessairement d'entrée de jeu l'enjeu des centres de données ici sur le territoire. Pourquoi toi, tu vois que c'est important de ramener les centres de données, surtout pour les données sensibles, sur le territoire canadien puis québécois? Bien, je pense qu'il y a certaines grandes solutions, grandes plateformes que j'ai pas besoin de nommer. Non. Que je pense qu'il y a des données sensibles, que ce soit financier ou d'un point de vue de la santé, etc. Exact. Je pense que ça fait du sens qu'on essaie de garder ça ici. Ben oui, exactement. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à ça, mais est-ce que tout ce qui se passe présentement, est-ce qu'on est complètement aligné là-dessus? Je pense que non, mais je pense qu'il y a un discours ambiant qui me porte à penser que les choses vont graduellement s'améliorer de ce côté-là. OK. Est-ce que tu penses qu'on va en prendre la vitesse même dans les prochains? Bien là, j'ai presque l'impression, j'ai l'impression que on a presque, c'est presque un frein pour l'adoption de l'IA dans certaines organisations de ne pas être souverain. Ah, c'est intéressant ça. Donc, parce que les solutions d'IA ne sont pas canadiennes ou québécoises,
C'est pour ça qu'il n'y a pas l'adoption de l'IA. Ben, dans certaines organisations, je pense que oui. Je pense que c'est un frein parce qu'ils ont des données sensibles. Puis oui. Ils n'ont pas confiance aux centres de données qui sont à l'extérieur du pays, tout ça. Le gouvernement du Québec, entre autres, là, oui, complètement. A comme un peu... Là, j'avoue que je suis un peu pas au courant des dernières discussions, mais je sais que il y avait le MCN qui avait lancé une directive de ne plus utiliser copilote. Oui, complètement. Mais je suis pas sûre que ça me tente d'aller plus loin, par contre. C'est correct. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'aller aussi loin que ça. Mais je sais, par contre, que les données de santé du ministère de la Santé, par contre, du Québec, sont hébergées dans des parcs de centres de données, en fait, en Arizona ou quelque chose du genre. Donc, voilà. Je n'irai pas plus loin que ça. On va laisser les gens se faire... Comment décrirais-tu l'état actuel de la... Justement, on va t'as ouvert la porte là-dessus. Comment décrirais-tu l'état actuel de l'adoption de l'IA au Québec? Je pense que les choses évoluent quand même assez rapidement. Je pense qu'il y a de plus en plus d'adoption de l'IA. Ouais. On n'est plus dans le creux de la vague. Non. Okay. Je pense que c'est Statistique Canada qui fait, ils suivent l'ensemble du Canada, mais ça donne quand même une indication. Si je me souviens bien, 2025 versus 2024, l'adoption avait doublé en un an. Donc ça, c'est quand même positif. Oui. Mais la même étude disait qu'il y avait encore des écarts sectoriels super importants. Ah bon? Donc, par exemple, les services professionnels sont à plus que 30 d'adoption de l'IA. Mais pour ce qui est hébergement puis restauration, c'était à 1,5. Donc, c'est juste pour dire que c'est très... selon le secteur, l'adoption de l'IA est vraiment... c'est très, très différent. Mais je pense qu'il y a un certain momentum. Puis ça, c'est vraiment l'IA générative, je pense, qui a fait en sorte que on a ce momentum-là présentement. On n'a pas le choix. Si l'IA générative entre par la porte des employés qui l'utilisent sur les lieux du travail sans que ça soit vraiment une adoption dite formelle dans les processus et tout ça, ça force nécessairement à une réflexion. Tout à fait, oui. Complètement. Super. On a ouvert la porte un peu du politique. On peut la refermer rapidement, mais à la lumière, c'est parce qu'on est en plein dedans, là. À la lumière du scandale de SACLIC, qu'est-ce que ça révèle, cet échec-là, sur la gouvernance des projets numériques? Je vais mettre numérique en général, mais si tu veux l'amener tout de suite en plus particulier de l'IA au Québec, qu'est-ce que tu dirais? Bien, moi, il y a un programme qu'un professeur de HEC m'a partagé, puis je trouve que ça serait vraiment bien que les organisations publiques, puis là, j'inclus le gouvernement, réfléchissent à un programme comme ça. C'est un programme de la NASA aux États-Unis, puis je pense qu'il est encore effectif, qui s'appelle Mentor Protégé Programme. OK. Et il y a des défis qui sont lancés. Un peu comme l'Agence canadienne, spatiale canadienne fait. Sauf que, de ce que je comprends, pour pouvoir appliquer à ces défis-là, les grandes organisations doivent absolument avoir une PME qui les accompagne. Donc, c'est une façon de s'assurer qu'une partie de la tarte là, ne va pas que pour une grande organisation ou une très, très grande organisation. Oui. Et ça permet aussi de développer l'organisation en question pour qu'elle puisse se positionner de façon favorable dans d'autres géographies. Puis j'aime bien répéter un exemple qui est très, très concret à l'Université de Montréal. C'est une spin-off qui a été créée à l'Université de Montréal, mais à début des années 80. D'accord. Et la spin-off en question s'appelle Giro. Oui. Puis cette spin-off-là a eu le soutien de la STM. Donc, les premiers cas d'usage qui ont été implantés là, en organisation, c'était la STM. OK.
Ça, c'était un des premiers cas. Puis c'est devenu un peu une vitrine technologique. Puis, parce que moi, j'ai travaillé avec le cofondateur qui était directeur de transfert technologique chez nous avant, Jean-Marc Rousseau. Puis il m'a toujours répété que la STM, c'était une vitrine technologique qui a permis de convaincre Singapour, puis permis de convaincre d'autres sociétés de transport à travers le monde d'utiliser ce qui avait été développé ici. Ah. Donc, je pense que des scandales comme SACLIC, il y a des processus à repenser pour créer plus de valeur, non seulement pour répondre à des besoins d'une organisation comme la SAAC ou comme la SAQ ou peu importe c'est qui, pour créer de la valeur puis faire en sorte de promouvoir l'expertise d'ici, mais pas juste de grands groupes, de PME aussi, parce que pour ces PME-là, ça peut faire une énorme différence d'être adopté ici. Complètement. Puis ça peut complètement changer la trajectoire de commercialisation. Donc, s'il y a peut-être une chose que je pense que ce serait une bonne idée peut-être de regarder qui se fait, je crois, encore très bien aux États-Unis, c'est ce fameux mentor protégé programme-là. Je pense que si on avait un programme comme ça serait vraiment payant à plusieurs égards, puis on pourrait créer de la valeur puis des retombées au-delà de juste répondre à un appel d'offres public. Comme ça. Ouais. Si tu avais à me citer un exemple d'adoption d'IA dans une organisation que peut-être que tu as accompagné avec Ivado. Oui. Lequel tu nous citerais? Il y en a un qui est très, très public, puis qui est vraiment transformateur, puis qui est facile à illustrer. La compagnie s'appelle True North Marine. C'est une PME en transport maritime. D'accord. Qui est venue nous voir en septembre 2019. Oui. Avec beaucoup de données historiques sur tout. Eux, ce qu'ils font, c'est vraiment essayer de déterminer la trajectoire optimale pour aller du point A au point B, mais à travers le monde, sur toutes les mers et les océans du monde. Wow! OK? Donc ça, on adore. Ils ont beaucoup d'expertise, par exemple, d'anciens capitaines de navires, etc., pour arriver à permettre décider ces itinéraires-là. Mais ils sont venus puis ils ont dit, nous, on a beaucoup de données historiques de consommation mélangées avec des données météo, toutes sortes d'autres données. Le côté législatif faisait partie des données. Puis on veut créer une nouvelle version de notre organisation pour créer un genre de capitaine numérique, un allié, un genre de copilote numérique qui va vraiment optimiser pour faire deux choses. Un, pour réduire la consommation en carburant. Oui. Puis en réduisant la consommation en carburant, ça réduit les gaz à effet de serre parce que le carburant utilisé en transport maritime est très polluant. Complètement. Puis en même temps, ça réduit les coûts. Et donc, ils ont eu vraiment tout de suite, quand ils sont venus nous voir, ils n'ont pas pensé à utiliser l'intelligence artificielle puis la recherche opérationnelle de une version 1.1 de leur organisation. Non. Ils avaient tout de suite en tête que ça pouvait vraiment les aider à gagner en termes de part de marché. Donc ça, c'est un exemple très, très probable. Puis si vous tapez True North Marine 2.0, vous allez voir un peu l'histoire de cette transformation-là. Wow. Mais on en voit beaucoup qui sont en train d'émerger. La firme Maquette, par exemple, sont en architecture puis dans le domaine de la construction. OK. Un des fondateurs était dans ce domaine-là. Et lui, il a vu, avant même l'avènement de ChatGPT, que l'IA générative, je devrais dire, pouvait avoir un potentiel très transformateur pour le milieu de la construction puis de l'architecture. Et là, ils ont développé toute une trousse technologique pour transformer les façons de faire en architecture, donc permettre d'automatiser certaines tâches qui sont probablement un peu répétitives et moins intéressantes pour les gens en architecture puis en construction. Puis c'est ça qu'on voit souvent. Hein?
un exemple que j'aime beaucoup qui est en train d'émerger aussi, c'est la firme Archéo Consultant, qui fait partie de notre première cohorte Demultiplia. Demultiplia, c'est un programme, on choisit 15 PME par année, puis on les accompagne sur une période de 3 ans pour les transformer puis les propulser, mais toujours à l'aide de la recherche avec le milieu académique, recherche appliquée. Oui. Et Archéo Consultant, j'imagine qu'ils ont eu toutes sortes de réflexions parce que eux, ils se sont dit, nous, on veut adopter l'intelligence artificielle pour nos propres besoins, mais on veut également que ces outils-là soient mis à la disposition de firmes en archéologie un peu partout à travers le monde. Wow. Fait que c'est comme s'ils voulaient faire un AWS d'eux-mêmes en créant des outils qui vont être utiles ailleurs. Wow. Fait que ça, c'est tous des projets sur lesquels on a soit travaillé ou soit qu'on collabore. Puis je pourrais en nommer d'autres. Il y a Fonia qui veut un peu révolutionner les façons de faire des audiologistes puis des orthophonistes. Wow. Il y a Alive Code qui veut un peu révolutionner la façon dont on utilise l'intelligence artificielle pour favoriser le succès scolaire de nos jeunes. Bref, il y a AlloProf qui a fait toutes sortes de choses super intéressantes pour essayer de faire plus, puis surtout valoriser les données historiques qu'ils avaient en interne. Fait que bref, il y a toutes sortes d'organisations qui se transforment comme ça. Mais ça part toujours par une connaissance de ce que l'IA peut faire, puis aussi des cas d'usage qui sont pertinents, puis qui vont vraiment avoir un potentiel transformateur pour l'organisation. Génial. Est-ce qu'il y a une question, un aspect qu'on n'a pas couvert jusqu'à présent? Dis-moi. Tu peux regarder tes notes. Oui, je peux regarder mes notes. Ben oui. Je pense que j'ai fait le... Mais on a fait le tour. Ça se peut-tu? Oui, je pense que oui. Je suis revenue beaucoup sur la formation. Ça doit te faire plaisir? Bien, absolument. J'ai adoré ça. J'avoue que le truc de copilote, par exemple, je suis pas convaincue. Non, j'ai pas d'autre chose. C'est excellent. Fait qu'on va passer à la dernière section de questions avec la réponse en un seul mot. OK. Donc, tu peux prendre ton temps pour répondre, il n'y a pas de souci. Donc, qualifie l'IA au Québec. Transitionnel. La clé du succès de l'adoption de l'IA. Réinvention. L'avenir de l'IA au Québec. Juste un mot, hein? C'est difficile. Oui, je le sais. J'aimerais dire plus qu'un mot. C'est ça le problème. Tu peux en dire une très courte phrase. OK. Tu as le droit. Moi, j'aimerais ça qu'on soit les plus performants, les plus responsables et les plus efficients d'un point de vue des ressources requises. Excellent. La compétence la plus urgente à développer. En général, la littératie. Ta plus grande inspiration dans l'adoption de l'IA? Les entrepreneurs qui veulent améliorer le monde. Wow. Ce que les organisations oublient trop souvent. C'est pas un plug and play. J'adore ça. Le plus gros risque d'une adoption d'IA? Mal préparer sa gouvernance? La meilleure façon de prévenir un échec en numérique? En numérique?
Bien s'entourer. Puis dernière question. Oui. En un mot, par où on commence? La littératie. La formation. Merci beaucoup, Nancy. Ça fait plaisir. C'était ma discussion avec Nancy Laramé. Si vous avez écouté la balado jusqu'au bout, écrivez formation en commentaire avec vos suggestions, vos questions, mais surtout, n'oubliez pas de partager la balado.